Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Michael Lozano, je fais partie de l'équipe permanente de la French Tech Bordeaux. On vous propose ce matin un webinaire sous forme de quiz et je salue du coup d'ailleurs l'originalité du format. Webinaire sur le numérique responsable. Vous le savez peut-être, on est en plein pendant la semaine des 10 ans du label French Tech, lancé par le gouvernement à l'époque. Alors, l'association French Tech Bordeaux n'a pas tout à fait 10 ans. Pour autant, cette semaine, on s'inscrit effectivement dans ce cadre-là, en déployant une série d'événements et de rencontres autour de sujets qui nous tiennent à cœur. Donc, ce matin, on va parler de numérique responsable. Hier, on a parlé d'entrepreneuriat pour tous. Demain, c'est l'Open Startup, la journée portes ouvertes de l'écosystème startup sur Bordeaux. Jeudi matin, on parlera d'international, etc., etc. Je ne vais pas vous faire la longue liste des événements qui sont programmés cette semaine. Mais voilà, ce matin, on est réunis pour parler effectivement de numérique responsable. Donc, dans le cadre d'un webinaire qui va être animé par Alix et Shirley. Alix pour Emmaüs Connect et Shirley pour Kairos Agency. Je vais laisser vous présenter toutes les deux et je vais vous souhaiter aux unes et aux autres un excellent webinaire. Une simple précision avant. Ce webinaire est enregistré, donc si vous avez le souhait de pouvoir vous reconnecter ensuite pour j'allais dire le refaire, pourquoi pas, voir si vous êtes amélioré ou si vous devez nous quitter peut-être juste avant la fin. Sachez que donc, le webinaire est enregistré, qu'on le publiera sur la chaîne YouTube de la French Tech Bordeaux. Je mentirais en vous disant dans le courant de l'après-midi. J'essaierai de faire le maximum pour que ce soit le cas demain dans le courant de la journée. Et puis, je vous enverrai un petit lien, évidemment, à l'issue, dès que ce sera en ligne, si vous souhaitez effectivement reconsulter ce format. Alix, c'est toi qui as les clés maintenant. Ton micro est coupé, je crois, Alix. Effectivement. Bonjour à C'est toutes et bon. tous, enchantée. Et d'abord, merci à Michael et à toute l'équipe de la French Tech et aussi à Shirley pour ce partenariat. Moi, je travaille chez Emmaüs Connect. Je suis en charge de la collecte.tech Nouvelle-Aquitaine, le dispositif de réemploi solidaire d'équipements informatiques au profit des personnes en précarité. Et je suis absolument ravie d'être avec vous aujourd'hui. On va parler numérique responsable, on va parler fracture numérique. L'idée, c'est de balayer ensemble les principaux impacts du numérique et de voir, dans ce cadre-là, à titre d'organisation, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aller dans le bon sens. Si vous voulez bien, on va commencer tout de suite par la partie quiz. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir. Je vais faire le partage d'écran qui va bien. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Yes. Ouais, c'est bon? Ouais, c'est bon. Moi, j'ai un écran, mais noir. Ah, peut-être que ça met un peu de temps à charger. Hmm. Est-ce que Ouais. les autres, vous voyez Chez moi, mon c'est OK. écran? Chez moi, c'est bon. Oui, c'est bon. Bon. Ok, fabuleux. Donc, comme je vous le disais, on va d'abord rentrer dans la phase quiz pour évoquer les principaux impacts du numérique. On parlera après du rôle des organisations dans tout cela. Et puis, on finira par un zoom sur deux solutions, la collecte.tech côté réemploi. Et on parlera d'éco-conception avec Shirley de Kairos Agency et Neptune. Alors, je vous invite pour le quiz à rejoindre WooClap. Vous pouvez utiliser votre smartphone pour ça. En fait, vous pouvez rentrer le code HPBRUA en haut et puis cliquer sur Go, tout simplement. Je vais à nouveau switcher sur une autre fenêtre pendant que vous vous connectez.
Alors, je vois qu'il y a 12 personnes qui sont connectées. Vous pouvez aussi utiliser le flashcode qui est juste là. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Oui, c'est OK. Ouais, super. Combien on est de participants en tout? 19. Du coup, ça veut dire qu'on est censé avoir 16 personnes. Donc, il doit manquer 2 personnes encore. Je ne sais pas si, Michael, tu vas te jouer. Pas cette fois-ci. 15, OK. OK, je vous propose qu'on démarre si ça vous va. Allons-y. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Pour démarrer, je voudrais vous poser une question simple, ou pas. Selon vous, qu'entend-on par fracture numérique? Est-ce que quand on parle de fracture numérique, on parle des Français qui n'ont pas de connexion Internet? Est-ce qu'on parle des Français qui n'ont pas d'outils Internet? Ou des Français qui ont des difficultés d'usage avec le numérique? À vous de jouer. Et vous pouvez sélectionner plusieurs réponses. Ça répond très vite. Ah, Shirley, tu donnes des indices. Quelques personnes qui hésitent. Allez, je vais afficher les réponses. Shirley avait effectivement tout à fait raison de le préciser. Effectivement, quand on pense fracture numérique, on pense en premier lieu aux difficultés d'usage avec le numérique, ce qui est tout à fait vrai. Mais la fracture numérique, ce sont aussi ces Français qui n'ont pas de connexion Internet, qui n'ont pas de solution de connexion, et aussi les Français qui n'ont pas d'équipement. Donc, en fait, la fracture numérique, c'est vraiment ce triptyque-là. Chez Emails Connect, on parle toujours de équiper, connecter et accompagner. C'est vraiment les trois mots essentiels quand on parle de fracture numérique. Deuxième question. À votre avis, combien de Français sont concernés par cette fracture numérique? 2 millions, 7 millions ou 14 millions? Ah, ben, je vois que vous êtes bien au fait. Effectivement, c'est 14 millions de Français qui sont en fracture numérique. Donc ça, ce sont des chiffres 2022 de l'INSEE. Et en fait, quand on considère le numérique dans tout ce que ça a de mouvant, d'évolutif, on sait que la fracture numérique concerne absolument tout le monde. À un moment de sa vie, on s'est tous sentis en difficulté avec le numérique. Et c'est quelque chose qui doit être réalimenté en permanence pour être au point. Alors, maintenant, j'aimerais que vous me disiez, selon vous, laquelle de ces affirmations autour de la fracture numérique est exacte? Un Français sur 4 est en incapacité d'utiliser les sites administratifs. Un jeune sur 4 est en incapacité numérique face à l'insertion professionnelle et l'administration. Un Français sur 3 a renoncé à effectuer une démarche en ligne en 2021. Merci pour vos réponses. Là aussi, en fait, il y avait un petit piège. Les trois formules, les trois constats sont tout à fait véridiques. Un Français sur 4 est en incapacité d'utiliser les sites administratifs et il y a même un Français sur 3 qui renonce
à effectuer des démarches en ligne et qui renoncent à leurs droits par difficulté en fait d'usage du numérique. Et aussi ce chiffre important à avoir en tête, on pense souvent que la fracture numérique ne concerne que les personnes âgées, ne concerne que nos grands-parents ou nos parents. En fait, les jeunes, quand bien même connaissent très bien les réseaux sociaux, en fait, ils sont nombreux à être en incapacité numérique sur toutes les questions liées à la recherche d'emploi et l'administration. Donc, il y a vraiment du travail aussi de ce côté-là. Et chez Emmaüs Connect, nous, on accueille énormément de jeunes en insertion. Vous êtes peut-être au courant qu'en 2019, l'État a lancé un plan zéro papier pour diverses raisons. À votre avis, combien de démarches sont concernées par ce plan zéro papier qui devait aboutir en 2022 et qui est largement bien avancé? Est-ce que ce sont 10 démarches qui sont concernées? Est-ce que ce sont 50 démarches qui sont concernées ou 250? Allez, j'affiche les réponses. Oui, tout à fait. Vous êtes majoritairement bon dans votre réponse. Il y a bien 250 démarches qui sont concernées. C'est un plan de dématérialisation qui est extrêmement massif, qui concerne des démarches de toutes sortes liées à notre quotidien et qui font que si on est en incapacité numérique, en fait, on s'isole complètement de droits et de services absolument essentiels au quotidien. Bon, j'ai envie de vous demander, vous, à titre individuel, si vous vous posez 2 secondes sur votre usage du numérique, est-ce que vous pourriez me dire de quelle manière vous avez utilisé votre PC ou votre smartphone ces dernières 24 heures? Travailler, faire une démarche en ligne, accéder à mes droits, communiquer avec des amis et ou mon réseau professionnel, chercher un emploi, m'informer, me former, me divertir. On va voir quels sont les usages majoritaires. Ok. Bah, on voit que en fait l'enjeu de communication reste évidemment absolument central, incontournable avec le numérique, mais que travailler aussi évidemment, qui plus est aujourd'hui à l'heure du télétravail, à l'heure du webinaire, à l'heure de toutes ces visios. Mais on voit évidemment que le numérique est absolument partout, quel que soit le registre de la vie, qu'il soit professionnel ou personnel, il est absolument incontournable. Et c'est un isolement total qui est induit par la fracture numérique quand elle existe. Maintenant, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous savez combien de Français sont éloignés du numérique faute d'équipement? Donc, on parle des Français qui n'ont pas le pouvoir d'achat pour accéder à l'équipement informatique. Est-ce qu'on parle de 1 million de Français, de 3 millions de Français ou de 8 millions de Français? Merci pour vos réponses.
La bonne réponse, c'était 8 millions de Français. C'est un chiffre qui est extrêmement fort et qui nous est un peu un chiffre qui nous obsède chez Emmaüs Connect. 14 millions de Français qui sont en fracture numérique, dont 8 millions qui sont éloignés du numérique faute d'accès à l'équipement. On va un peu dézoomer. On va parler plus globalement des équipements informatiques. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'équipements numériques qui sont en service dans le monde actuellement? Alors, parce que tout le monde a répondu, ce sont bien 34 milliards d'équipements numériques, 34 milliards de terminaux qui sont en service sur notre planète. 34 milliards pour presque entre 7 et 8 milliards de terriens. Ça fait une belle proportion. C'est extrêmement massif comme chiffre. Il y a quelque chose d'un peu vertigineux. Est-ce que, un peu dans la même idée, vous savez le nombre de PC qui sont vendus chaque année en France? Ah, je suis désolée, il y a eu un couac sur les réponses. Il s'agit bien de choisir entre les 3 premières réponses. 890 000 PC portables vendus chaque année, 1,2 million de PC portables vendus chaque année en France, ou 3 millions. On y va pour les réponses. C'est 3 millions de PC portables qui sont vendus chaque année. Donc là aussi, on est sur un chiffre extrêmement conséquent de renouvellement potentiel d'équipements à titre individuel, à titre professionnel. Voilà, ce sont des volumes extrêmement forts sur quelque chose qu'on pense souvent immatériel. Est-ce que, à titre personnel, vous sauriez me dire combien de terminaux numériques, d'ailleurs, vous avez chez vous en votre possession? Petite statistique comme ça. Alors peut-être que dans notre écosystème French Tech, on va être sur des scores particulièrement élevés. J'aurais pas de moyenne à vous donner là-dessus, mais c'est quand même important de questionner ses propres usages. Et terminaux numériques, on parle bien de PC, de tablettes, de smartphones, PC fixe, PC portable. Allez, on regarde les résultats. Ok, donc vous êtes une majorité à avoir entre 3 et 4 équipements en service à titre individuel. Il y en a aussi une certaine partie qui est à 5 et plus. C'est intéressant d'avoir ça en tête et de questionner l'usage réel qu'on fait de ces équipements.
Est-ce que on a vraiment besoin de chacun de ces équipements? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui mériteraient d'être utilisées ou réutilisées ou recyclées? Voilà, on se rend compte qu'on a énormément de choses qui dorment dans les placards et c'est important de l'avoir en tête. Maintenant, on va parler de l'empreinte environnementale du numérique. On sait que l'impact environnemental du numérique, c'est 3 à 4 % des émissions de gaz à effet de serre. Si on pense un peu, si on cherche à comparer cette part-là, est-ce que vous avez une idée est-ce que vous avez une base de comparaison? Est-ce que c'est à peu près autant que les émissions de la flotte mondiale de camions? Est-ce que c'est à peu près autant que les émissions du transport aérien? Est-ce que vous croyez que la dynamique, dans quel sens va la dynamique par rapport à ça, avec cette proposition du 7% en 2040 si rien n'est fait? On a 15 réponses sur 16. Je dévoile les réponses. En fait, l'impact environnemental du numérique, c'est effectivement à peu près autant que les émissions de la flotte mondiale de camions. Donc, une fois de plus, on voit bien que le numérique n'a absolument rien d'immatériel et que c'est extrêmement concret, que ce sont des ressources qui sont dépensées, de l'énergie, et que, en fait, on est sur un impact réel et qui est en fait exponentiel. Parce que effectivement, si on suit la courbe, les courbes actuelles d'évolution par rapport à l'usage du numérique et par rapport au nombre de terminaux qui sont mis en vente chaque année, on serait sur 7% en 2040 si rien n'est fait. Est-ce que vous savez où se concentre l'impact environnemental du numérique? Est-ce que on est sur la phase de fabrication des terminaux ou est-ce qu'on est sur l'usage? On regarde les résultats. La phase vraiment essentielle sur l'impact environnemental du numérique, c'est la fabrication. C'est extrêmement important de l'avoir en tête. On a des usages extrêmement quotidiens, très voilà, qui peuvent être parfois très abusifs du numérique. Mais si on regarde vraiment en termes d'impact environnemental, il faut bien avoir en tête que celui-ci se concentre surtout dans la fabrication qu'on a entre les mains. Ça qui crée l'empreinte environnementale très majoritairement. Selon les sources, on va être entre 75 et 90% de cet impact environnemental qui est lié à la fabrication vraiment des équipements informatiques. À votre avis, la fabrication d'un PC portable de 2 kilos, est-ce que ça sollicite 50 métaux différents? Est-ce que ça sollicite 800 kilos de matières premières? Est-ce que ça sollicite 1500 litres d'eau? Est-ce que ça émet 124 kilos de CO2? Quelle est la bonne réponse?
Ok. Alors, vous avez dit à 100% 1500 litres d'eau, à 83%, 93% 50 métaux différents, 87% 124 kilos de CO2 et à 60% 800 kilos de matières premières. En fait, les 4 réponses sont bonnes. On est sur un usage de ressources extrêmement important pour chaque PC portable, pour chaque smartphone. C'est énormément de ressources et d'énergie qui sont consommées. Et on est bien sur ce rapport-là de 800 kilos de matières premières extraites pour un PC portable qui de 2 kilos en moyenne. Donc, on voit bien que le rapport est extrêmement choquant et ça questionne vraiment sur voilà, ce besoin d'acheter toujours du matériel neuf qui va générer pour chaque unité autant de travail d'extraction et autant de matières premières, pour la plupart non renouvelables, qui sont des ressources limitées et qui vont être utilisées pour un PC de 2 kilos. Donc là, on a parlé de la fabrication. J'aimerais maintenant qu'on évoque la fin de vie du matériel informatique. On parle des D3E, déchets électriques électroniques. Est-ce que, à échelle mondiale, vous savez la part d'équipements qui sont collectés pour entrer dans les filières de recyclage officielles? Est-ce que c'est 17%, 25%, 50%? Bon, vous voyez déjà dans les chiffres proposés que, a priori, on n'est pas forcément bon élève là-dessus. Alors, voyons ce que vous avez mis. Ouais, je vois que vous êtes bien renseigné. Effectivement, à échelle mondiale, c'est 17% seulement des équipements qui partent dans les filières de recyclage officielles. Donc, c'est extrêmement peu. On voit qu'il y a vraiment un travail de sensibilisation à faire pour bien traiter le matériel et la fin de vie pour que soit réemployé ou recyclé ce qui peut l'être. Est-ce que, pour que vous ayez aussi en tête le chiffre français, on est à 50% en France. Donc voilà, il y a quand même une marche à franchir pour rentrer dans les clous de notre politique de fin de vie de nos matériels à titre professionnel et individuel. Et d'ailleurs, en parlant recyclage, pour vous, le recyclage, est-ce que vous avez une idée concrètement de ce qui s'y passe? Est-ce que la majorité de la matière récupérée est recyclée pour d'autres usages? Il y a une belle faute d'orthographe. Est-ce que la majorité de la matière est traitée en enfouissement ou en incinération? Est-ce qu'une grande partie des déchets sont exportés illégalement et finissent en décharge sauvage? On regarde la réponse. Donc, en fait, effectivement, il faut avoir en tête que le recyclage, c'est bien plus compliqué que ce qu'on espère, que c'est très dur de revaloriser la matière et que les composants sont de plus en plus petits. L'ensemble de ces composants sont soudés et c'est extrêmement difficile finalement de séparer les matériaux, donc de recycler correctement la matière. Pour cette raison, la majorité de la matière est traitée soit en enfouissement, soit en incinération. Donc,
ce qu'on entend par recyclage, voilà, et un peu à questionner. C'est déjà un bon pas de le mettre en collecte, comment dire, en filière officielle de recyclage, mais il faut avoir en tête que le recyclage réel, effectif, est finalement très limité. Et effectivement, qu'il y a aussi une grande partie des déchets qui sont exportés illégalement, qui finissent en décharge sauvage pour limiter les quantités de déchets qu'on a en enfouissement ou en incinération sur notre territoire. Voilà pour la partie quiz. Je vais sortir de la partie quiz pour revenir sur le PowerPoint. J'espère que vous avez appris des choses. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir sur cette partie-là avant qu'on revienne sur le reste de la présentation. Il nous reste du boulot encore. C'est peu de le dire. Oui, si vous avez peut-être des questions, effectivement. Alors, je vois super intéressant, écrit Céline, et des chiffres choquants d'Anne-Sophie. Je suis assez d'accord avec ça. Est-ce que vous avez les uns les autres des questions, peut-être des sujets que vous avez envie d'approfondir? Ou est-ce que vous voulez qu'on enchaîne avec la suite? Alors, vous allez peut-être en parler pour la suite, mais des recommandations justement pour à la fois les particuliers et les entreprises pour favoriser le meilleur recyclage possible. On est toujours preneurs. Tout à fait, on va en parler. C'est tout l'enjeu de la suite de la présentation. On a parlé vraiment principalement là des impacts sociaux et environnementaux du numérique. Les principaux impacts, ça peut bien sûr être approfondi. Si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer d'ailleurs voilà, des sources si vous avez envie d'approfondir. Je voulais juste vous sensibiliser aussi au fait que derrière le numérique, il y a aussi des enjeux sociétaux qui sont soulevés et sur lesquels qui concernent aussi bien d'ailleurs les entreprises que les particuliers et sur lesquels nous, Emmaüs Connect, on est de plus en plus sollicités. Il y a des enjeux de sécurité avec les arnaques, la propriété de la donnée, les usurpations d'identité, le cyberharcèlement. Il y a tout un enjeu de désinformation. On est en fait dans un usage du numérique qui favorise largement ce qu'on appelle les bulles informationnelles et les fake news, par rapport auxquelles on peut être tout à fait vulnérable si on est mal informé. Et le numérique pose aussi des questions de santé mentale, avec des sujets d'isolement, avec des sujets d'addiction, avec des sujets de troubles de l'attention, de la concentration, du développement. Chaque sujet évoqué ici mériterait d'approfondir énormément. Il faut avoir en tête que ce numérique très puissant, très vertueux à certains égards, soulève aussi plein de dangers potentiels, de risques. Et voilà, ces sujets-là qui sont finalement encore nouveaux sont de plus en plus étudiés. Et il faut toujours essayer de garder un peu de distance et d'esprit critique par rapport à tout ça. Alors, parlons maintenant du rôle des organisations par rapport à cela, par rapport aux enjeux sociaux et environnementaux qu'on vient de voir. Déjà, vous dire un chiffre extrêmement important. 2 millions d'équipements informatiques qui dorment dans les placards des entreprises. C'est un chiffre qui est issu d'une étude qui a été réalisée par la BNP Paribas, leur branche IT. 2 millions d'équipements informatiques qui dorment dans les placards des entreprises, qui ne sont pas donc, voilà, comment dire, gérés soit en recyclage, soit en réemploi, voilà, qui sont entre guillemets oubliés ou qui viennent peut-être sécuriser des stocks actuels, mais c'est quand même un chiffre extrêmement important et qui fait un effet miroir très fort avec le chiffre que je vous donnais en intro sur les 8 millions de Français qui sont éloignés du numérique faute d'équipement. Et bien sûr,
qui est aussi en miroir avec ce chiffre. Vous avez été majoritairement à dire que vous aviez entre 3 et 4 terminaux chez vous à titre individuel qui étaient en service. Donc, on voit qu'il y a énormément d'équipements qui potentiellement ronronnent quelque part. Ça, c'était un chiffre important à vous donner au niveau des organisations. Et après, vous faire part de 3 lois qui vont dans le sens de la rationalisation et la réduction de l'empreinte environnementale des activités. Le cadre légal évolue vraiment dans le sens de la réduction de cette empreinte. On est dans une urgence climatique de plus en plus forte. Les ressources sont extrêmement limitées. Donc, obligatoirement, les gouvernements, les États, avec une maturité différente, avancent sur ces questions-là. Et en France, on a 3 grandes lois qui vont dans ce sens vraiment de penser son empreinte environnementale et d'essayer de la réduire. C'est la loi AGEC, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, où là, l'objectif, c'est vraiment de passer de l'économie linéaire, je produis, je consomme, je jette, à une économie plus circulaire, où on va aller plus loin dans l'allongement des équipements. Il y a la loi climat et résilience qui date de 2021, qui est une loi qui a prolongé la Convention citoyenne pour le climat et qui vise vraiment à ancrer l'écologie dans notre société, quel que soit l'acteur concerné. Et la loi vraiment qui est plus spécifique au numérique, la loi REEN, ou RIN, je ne sais jamais comment on dit, je suis désolée, qui vise à responsabiliser vraiment tous les acteurs professionnels et les acteurs du numérique en premier lieu sur le sujet de cette pollution engendrée par le numérique qu'on croit toujours immatériel, alors que voilà, on a vu ensemble précédemment que c'était vraiment tout à fait matériel. Un petit focus sur la loi AGEC pour vous dire qu'elle se décline en 5 grands axes. La sortie du plastique jetable, les enjeux d'information, parce que bien évidemment, on est toujours plus fort et on agit toujours mieux en étant informé. Et si on n'a pas conscience des problématiques, ben, on ne peut pas derrière changer la donne. Le 3e axe, c'est la lutte contre le gaspillage. Donc voilà, ça vient questionner ces 2 millions d'équipements informatiques qui dorment dans les placards et la promotion du réemploi solidaire. Agir contre l'obsolescence programmée, c'est un point que je n'ai pas évoqué précédemment, mais qui mériterait aussi qu'on s'y attarde. L'obsolescence programmée, ce sont toutes ces techniques utilisées par les fabricants de matériel informatique pour bloquer la durabilité des produits. Elle peut être de différents niveaux. Elle peut être une obsolescence directe sur des équipements qui ne peuvent plus accueillir en fait les logiciels, qui ne vont plus supporter les mises à jour. On va être aussi sur une obsolescence plus marketing, culturelle, un peu plus comment dire, invisible, qui passe beaucoup par la publicité, qui va nous faire croire que nos équipements qu'on utilise tous les jours sont vieux et démodés et pas très performants. Et cette obsolescence va nous inciter à consommer et à acheter toujours plus. Je vous invite sur ce sujet-là à vous rapprocher des travaux du collectif HOP, Halte à l'obsolescence programmée, qui œuvre dur pour aller dans le sens de la durabilité des équipements et la réparabilité des équipements. Il y a aussi ça dans l'obsolescence programmée, empêcher finalement la réparation des équipements, la difficulté d'accès à la pièce détachée. Voilà, c'est beaucoup d'enjeux. Le collectif HOP a réussi à faire passer
le délit d'obsolescence, l'obsolescence programmée comme un délit. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Et le 5e axe de la loi AGEC, c'est mieux produire. Mieux produire, c'est réfléchir dès la phase de conception. En fait, tout le cycle de vie de l'équipement, réfléchir les matériaux, réfléchir l'énergie utilisée, réfléchir l'usage, réfléchir la fin de vie, c'est intégrer tous ces questionnements-là dès la phase de production. Qu'est-ce qui se passe? Le Shift Project a formulé les principales questions qu'on devait se poser en tant qu'organisation si on veut réfléchir l'empreinte environnementale et sociale de nos activités. La première chose, effectivement, c'est de chercher à mesurer l'impact environnemental de ces activités numériques. Il y a différentes manières de le faire, et peut-être, Shirley, tu pourras réagir là-dessus tout à l'heure. Bien sûr, questionner vraiment cette durée de vie des équipements informatiques qu'on a entre les mains. Est-ce que on allonge au maximum la durée de vie de nos équipements? Quelle est ma politique de renouvellement de mes équipements électroniques? Et par rapport à ça, il y a différentes manières d'allonger la durée de vie. On ne peut pas toujours allonger au maximum la durée de vie d'un matériel informatique professionnel pour différentes raisons, par rapport aux standards qui nous sont propres à notre secteur d'activité ou à notre entreprise. Mais l'allongement de la durée de vie, ça peut être aussi par du réemploi solidaire. Je vais en parler juste après. Et à travers ça, le Shift Project encourage à réfléchir la contribution qui peut être faite à des projets solidaires autour du numérique. Donc là, on est vraiment sur tout l'aspect voilà, des équipements qui, comme je le disais tout à l'heure, rassemblent la plus grande part des impacts environnementaux. Et après aussi, il y a toute une rationalisation possible qui peut être faite autour de ce qu'on utilise comme outil pour échanger des documents bureautiques. Aussi l'emplacement des serveurs pour essayer d'avoir un mix électrique qui soit moins carboné. Voilà, toutes ces réflexions-là peuvent être menées en tant qu'organisation. Et il y a des réflexes aussi à avoir, aussi bien d'ailleurs à titre professionnel qu'individuel. Essayer d'acheter plus durable. Je dis essayer parce que c'est pas toujours facile, parce que, comme je le disais, il y a toutes ces questions d'obsolescence programmée. Mais essayer de favoriser du matériel reconditionné et pas forcément du matériel neuf pour éviter les impacts de fabrication du matériel, ces fameux impacts CO2, d'utilisation de litres d'eau, d'extraction de matières premières extrêmement limitées. Il y a tous les aspects du soin qu'on peut apporter à ces équipements et les faire réparer si nécessaire. Éviter de remplacer trop souvent ces appareils s'ils fonctionnent encore. Lutter contre ces injonctions au remplacement permanent. Et avant de recycler et de voir d'ailleurs que le recyclage n'est pas toujours très opérant, penser au réemploi, se poser la question du réemploi, de se dire finalement j'ai un appareil qui est fonctionnel, il peut avoir un deuxième souffle, il peut servir à quelqu'un. Donc pensons réemploi, pensons aux dons, pensons solidarité. Voilà pour les grandes questions et réflexes et cadres qu'il y a autour des organisations dans cette optique-là. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là ou si on déroule entièrement la présentation et si vous voulez réagir après.
Alors, je continue. Qui ne dit mot consent. Je vais vous parler du coup de la collecte.tech, qui est le dispositif dont je m'occupe chez Emmaüs Connect. En fait, pour vous dire 2 mots sur Emmaüs Connect que vous ne connaissez pas forcément, nous, on est une association qui existe depuis 2013. On fait partie du mouvement Emmaüs. Le mouvement Emmaüs, on ne sait pas toujours, mais c'est plus de 200 structures différentes qui sont autonomes juridiquement et financièrement parlant et qui sont toutes animées par une ambition sociale de lutte contre l'exclusion, de lutte contre la pauvreté. Et nous, Emmaüs Connect, on travaille vraiment sur le levier de l'accès au numérique pour faire en sorte que les gens en précarité sociale n'aient pas la double peine d'être en exclusion, en précarité numérique, et donc d'être encore plus isolés de tous les services essentiels pour s'insérer dans la vie au quotidien qu'on a évoqué plus haut. On travaille sur trois aspects qui sont le triptyque dont je parlais tout à l'heure, essayer d'apporter des solutions d'équipement, des solutions de connexion et des solutions d'accompagnement. On fait des accompagnements gratuits, collectifs et individuels pour aider les publics à monter en compétence sur le numérique. Et on apporte des solutions de connexion à tarif solidaire et d'équipement, PC portable, tablette et smartphone à tarif solidaire. On est présent un peu partout en France, on a 13 lieux d'accueil. Et en fait, on travaille avec tout un écosystème de l'action sociale qui nous oriente des publics en précarité sociale pour lesquels ils identifient des difficultés sur le numérique. Et on forme aussi d'autres structures sociales qui sont là où nous ne sommes pas et qui voudraient apporter ces mêmes services au public en précarité qu'ils accompagnent chez eux. Et juste un chiffre fort peut-être pour vous, les publics qu'on accompagne, à 75% presque, ils ont moins de 650 € de ressources mensuelles. Un PC de base, c'est l'équivalent de RSA. Donc, il y a effectivement une difficulté évidente à s'équiper par rapport aux arbitrages qui doivent être faits au quotidien. Donc, le réemploi solidaire par rapport à ça peut vraiment être intéressant pour aider ces personnes qui sont en grande difficulté. La collecte.tech, c'est ce dispositif de réemploi solidaire qui est proposé par Emmaüs Connect et qui vise en fait à faire le trait d'union entre des donateurs, des entreprises, des organisations qui auraient du matériel qui dort dans les placards ou un changement de parc informatique, qui auraient du matériel encore fonctionnel. Et nous, en fait, on va organiser cette boucle pour qu'ils puissent être utilisés, pour qu'ils puissent être accessibles à des personnes en précarité. Donc, en fait, on collecte le matériel, on le fait reconditionner par des structures d'insertion qui professionnalisent des gens éloignés de l'emploi au sein de la région. Et le matériel est derrière redistribué à tarif solidaire aux personnes qu'on accompagne, nous, chez Emmaüs Connect, ou qui sont accompagnées chez des acteurs sociaux partenaires de la région. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller donner une deuxième vie solidaire et locale à vos équipements, avec des garanties qui sont fortes. En fait, on demande aux donateurs seulement d'identifier le matériel qui serait réemployable et après, on s'occupe de tout. Donc, c'est gratuit, quels que soient les volumes concernés. Si on est sur des petits volumes, qu'on n'est pas loin, quelqu'un de l'équipe salariée ou bénévole passe, ou sinon, on a un partenariat avec La Poste qui permet d'envoyer des étiquettes Colissimo sur la base des cartons, du poids des cartons. Si on est sur des gros volumes, on fait passer un transporteur ou le reconditionneur partenaire sur le lot. Notre deuxième engagement fort, c'est bien sûr un engagement de sécurité au niveau des données. Tous les équipements en fait sont effacés. On utilise des logiciels qui sont certifiés par l'ANSSI, qui vont être différents d'un reconditionneur partenaire à l'autre, mais qui nous permet à chaque fois de donner des certificats d'effacement si nécessaire à nos donateurs. Et à partir de 30 équipements, on peut fournir un bilan d'impact où on va finalement valoriser votre geste de don et qui, du coup, va indiquer que grâce à votre don, il y a X personnes ou X familles qui ont pu être équipées, que le matériel a été distribué par telle structure sociale de la région,
que ça a permis d'œuvrer à la professionnalisation et à l'activité économique de telles structures d'insertion, et que grâce à votre don, on a évité le recours à à autant de matériel, pardon, c'est pas clair, que grâce au don, en fait, on a évité les impacts associés au recours au matériel neuf. Donc, on valorise aussi les kilos de matières premières qui n'ont pas été extraites, les litres d'eau qui n'ont pas été utilisés et les émissions de CO2 qui n'ont pas été générées. Tous ces impacts évités, on les valorise également. Et ça peut être aussi également un don éligible à la déduction fiscale. On récupère les PC portables, les tablettes et les smartphones, qui sont les outils les plus utilisés et les plus demandés. Le réemploi va être assuré par le fait que le matériel soit fonctionnel et ne soit pas trop vieux pour supporter les mises à jour. Donc, en gros, on arrive à reconditionner du matériel qui a jusqu'à 6 ans. Voilà pour la collecte.tech. Aussi pour vous dire que je vous encourage fortement à en parler autour de vous. La collecte.tech, ça a vraiment vocation à devenir un réflexe pour tout le monde. Donc, c'est un site internet où chacun est libre de soumettre son don en ligne en quelques minutes. C'est vraiment extrêmement simple. Et nous, derrière, on vous recontacte. Et quand je dis nous, c'est moi et mes homologues parce qu'on est organisé en circuit court. Donc, la collecte.tech, c'est 7 filières actives sur tout le territoire. Et on travaille avec nos donateurs nationaux aussi en circuit court, c'est-à-dire que le matériel du Grand Est est collecté en Grand Est, reconditionné en Grand Est et redistribué en Grand Est. C'est exactement la même logique en Nouvelle-Aquitaine, en Île-de-France ou dans les Hauts-de-France. Donc, voilà, l'idée est vraiment de simplifier au maximum le don, d'apporter toutes les garanties aux donateurs et au public. Le matériel est garanti 2 ans, comme n'importe quel matériel qu'on trouve sur une place de marché. Et il est proposé à tarif solidaire réglementé. C'est 30% des prix marché. Donc, un PC portable, c'est par exemple entre 70 et 150 euros. Voilà, je vous ai dit énormément de choses. Tu as 2 questions sur le... Je me permets d'intervenir. Tu as 2 questions sur le chat. Ouais. Notamment une d'Alice. Que préconisez-vous pour le matériel non fonctionnel ou âgé de plus de 6 ans? Eh bien, je préconise de le placer dans les filières officielles de recyclage. Vous pouvez vous rapprocher de l'éco-organisme écologique qui, lui, en fait, collecte ce matériel auprès des organisations. Il peut le faire directement sur site. De manière payante ou gratuite à partir d'un certain volume. Je crois que c'est à partir de 250 kilos. Bon, c'est déjà pas mal, c'est beaucoup. Mais ils ont, voilà, il y a la possibilité de collecter directement sur site. Ou sinon, je vous invite à vous diriger vers les déchetteries qui gèrent ces flux D3E de manière spécifique et qui sont en lien avec ces éco-organismes qui gèrent ce recyclage. Voilà. Il y avait une deuxième question? Il y avait une question. Alors, merci d'Alice. Il y avait une question de Leslie. Quid de l'industrie du reconditionnement? Quelle est la question plus précisément? En fait, effectivement, industrie du reconditionnement, c'est le bon mot, dans le sens où, effectivement, on est dans un changement de paradigme. Il y a une prise de conscience qui se fait à tout niveau et qui va dans le bon sens et qui, du coup, va dans le sens justement du développement de l'achat de reconditionnés. Et c'est très bien, qui va dans le sens de l'allongement des équipements. Et c'est très bien. Et effectivement, ça devient une industrie parce que du coup, comme il y a un besoin de plus en plus fort à tout niveau, côté grand public, mais aussi côté organisation, il y a des incitations très fortes. Les collectivités territoriales maintenant
doivent avoir, je crois que c'est 25% de leur parc informatique qui doit être du reconditionné, ce qui pose beaucoup de problématiques parce que elles cherchent, comme la plupart des organisations, du matériel qui soit un peu standardisé en termes de modèles. Donc, c'est pas toujours évident, mais on va dans ce sens-là. Donc, effectivement, derrière, il y a toute une industrie. Il y a ce qu'on appelle des brokers. Donc, la quête de gisement, comme on dit dans notre jargon, est quelque chose de très concurrentiel. Et nous, Emmaüs Connect, voilà, on essaie de sensibiliser les organisations au fait qu'il y a des besoins, qu'il y a des personnes qui sont en grande difficulté, qui n'arrivent pas à accéder à l'équipement, qui n'ont pas le pouvoir d'achat, et plutôt que de valoriser son matériel auprès d'un broker, il y a peut-être la possibilité de faire un geste, une démarche RSE finalement simple, gratuite et sécurisée, et qui sera absolument précieuse pour des personnes qui n'ont pas la possibilité de s'équiper. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je passe la main à Shirley qui avait aussi des choses à vous dire et qui veut peut-être réagir d'ailleurs sur des points évoqués? Je vois que Leslie a en fait a complété sa question pour discuter de back market et cette filière-là de reconditionnement. Ouais. Je pense que c'est pas du tout évidemment même objet social. Back market reste une entreprise à but lucratif par rapport à Emmaüs Connect qui œuvre pour la réduction de la fracture numérique. Et donc oui, les tarifs sont pas du tout les mêmes. Et si je ne me trompe pas, le matériel est aussi beaucoup plus récent. Pour beaucoup, on va trouver le dernier modèle de Mac sur Back Market. Ouais, tout à fait. En fait, la collecte Pentex, c'est vrai que je l'ai pas dit comme ça, mais nous, chez Emmaüs Connect, on existe depuis 2013. On a toujours collecté du matériel à droite, à gauche, qu'on allait reconditionner avec nos forces vives bénévoles, qui sont des anciens techs, donc qui ont développé des procédures extrêmement carrées, avec les mêmes garanties que celles dont je vous ai parlé au-dessus. Mais en fait, en 2020, quand le Covid est arrivé et que les besoins étaient exacerbés, l'association s'est dit il faut absolument qu'on accélère parce qu'il y a 8 millions de Français qui sont éloignés du numérique faute d'équipement et il n'y a pas de solution réelle pour eux. Et Back Market fait un travail remarquable pour la démocratisation du reconditionné. Mais il n'y avait pas de solution réelle à tarif solidaire. Voilà, je vous ai dit que presque 75% des publics qui sont accompagnés ont moins de 650 € de ressources mensuelles. Donc, en fait, l'idée de la collecte Pointec, c'est d'essayer d'apporter des solutions qui ont les mêmes garanties et parfois on arrive à récupérer, on arrive aussi à récupérer du matériel. Les organisations qui renouvellent le plus régulièrement, en général, c'est à 3 ans. Et on arrive à reconditionner du matériel qui a jusqu'à 6 ans. Et le matériel, après, il est catégorisé. On a 3 catégories de prix selon la puissance de la machine et que nous, on va vraiment conseiller en fonction de l'usage du public en face. Mais Back Market ne répondait pas à cette problématique sociale qui nous était soulevée par tout l'écosystème de l'action sociale avec qui on travaille. Oui. Bon, ils sont soumis aux mêmes lois et c'est fiable sur les procédures de reconditionnement, tout à fait, bien sûr, pour compléter la réponse de Leslie en commentaire. Mais effectivement, c'est pas du tout le même travail. Donc, je voudrais vous proposer pour encore 5 minutes de voir ensemble l'autre pendant qui est l'éco-conception numérique et de vous donner des solutions concrètes pour justement limiter le renouvellement de votre parc en se posant la question de comment je fais moi quand je vais construire mon site internet pour avoir un site qui n'ait pas besoin de beaucoup de ressources.
Donc, c'est ce que je voudrais vous proposer, simplement de voir quelques exemples sur comment je fais pour faire attention à mon empreinte numérique. Donc, la première question qu'on se pose, c'est, mais en fait, l'éco-conception, ça réduit la fracture numérique, mais pourquoi? Et donc, je l'ai un peu dit dans mon introduction, plus un site web ou un logiciel va avoir besoin de puissance de calcul, et plus on va le mettre à jour avec de nouvelles fonctionnalités, etc., plus on aura besoin d'un ordinateur puissant, d'un téléphone, d'un smartphone puissant. Et vous voyez bien que vos appareils qui ont effectivement 5, 6, 7 ans rament, ça ne charge pas, on n'arrive pas à faire les mises à jour. Et donc, il y a cette question de pérennité, de durabilité qui vient avec le développement, la manière dont on va construire nos interfaces. Donc, moi, ma spécialité, c'est ça, c'est de créer des logiciels et des sites web. Et donc, l'objectif, c'est de vous dire, oui, vous pouvez avoir un impact là-dessus aussi. Plus votre site, plus les logiciels que vous utilisez sont éco-conçus, moins vous aurez besoin de changer votre ordinateur et votre téléphone. Donc, voilà pourquoi un site web ou un logiciel éco-conçu, ça va aussi réduire la fracture numérique. Donc, concrètement, comme toute chose qu'on veut améliorer, la première chose à faire, c'est de mesurer. Il existe plein d'outils de mesure. Comme nous, on utilise ça tous les jours, je vous conseille ecograder.com. Il y en a plein qui existent, mais celui-ci, il a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'il est en anglais, mais vous pouvez le traduire automatiquement avec Google. Sinon, c'est celui qui est le plus ludique et pédagogique. C'est celui qui va vous expliquer concrètement à quel niveau agir. Et donc, quand vous rentrez le nom de l'URL de votre site dedans, sur la slide d'après, vous allez voir que vous avez des jauges qui vont vous donner des indications sur les éléments sur lesquels agir. Donc, on peut regarder l'étape 2. Donc, en fait, pour appliquer les recommandations, là, on voit les 4 critères principaux. Le poids de la page. Qu'est-ce qui va constituer le poids de la page? Oui, il y a un peu de code. C'est surtout les médias. Les médias, c'est les images et les vidéos. Donc, quand on intervient, nous, sur un site, le 3/4 du temps, le problème, c'est des images qui ne sont juste pas à la bonne taille et qui ne sont pas compressées. Donc, elles ont un poids très lourd. Donc, déjà, rien que ça, quand vous mettez à jour votre site web ou quand vous mettez une image en ligne, vous la compressez. Alors, il existe beaucoup d'outils, mais on va la compresser. Et puis, ça va permettre d'optimiser le site à ce niveau-là. Ensuite, la deuxième chose, c'est que le plus important, c'est de bien choisir son serveur. Parce qu'un serveur utilise énormément d'électricité. C'est là où votre site il est enregistré. Et donc, le serveur, il tourne tout le temps pour que votre site il soit accessible H24. On a en France une électricité qui est très peu carbonée parce qu'on a un mix énergétique avec du nucléaire. Et en fait, le nucléaire, il est très peu émetteur de carbone. Donc, si vous avez vos serveurs en France, l'avantage, c'est que ce sont des serveurs écologiques, même si l'hébergeur, il ne va pas forcément faire d'efforts sur l'optimisation de ces serveurs. Parce qu'on a de l'électricité décarbonée en France, vous serez déjà sur un hébergeur entre guillemets vert. Donc, je vous conseille d'héberger en France. Ça veut dire éviter Google, éviter Amazon, éviter One and One. Donc, parmi les meilleurs qu'on va avoir en France, évidemment OVH, qui est très connu, O2 Switch aussi, qui est en Auvergne. Et il y a aussi Digital Forest, qui est un petit peu plus petit, mais qui offre des très bons services. Donc voilà, visez plutôt un serveur en France, surtout si vos visiteurs sont en France, parce que ça fait sens de ne pas faire voyager la donnée partout. Il faut se rendre compte de ça. Aussi, d'un point de vue légal, c'est bien de ne pas avoir son serveur aux États-Unis pour des questions de vie privée. Alors, par rapport au prix des serveurs, si vous êtes sur OVH, le moins cher va être à 5 € par mois. On est à peu près sur le même tarif pour O2 Switch, et pour Digital Forest, on est en dessous, on est à 4,50 je crois par mois pour héberger un petit site tout simple. Donc, ça reste tout à fait accessible.
Par contre, effectivement, si on pense à Infomaniac, qui est très connu comme serveur performant, ils sont en Suisse et ils sont beaucoup plus chers, effectivement. Donc voilà, si vous avez deux choses à faire attention sur vos sites web, c'est les images, les vidéos et le serveur. Et puis, la meilleure fonctionnalité, la plus écologique, c'est celle qui n'existe pas. Donc, n'utilisez pas de fonctionnalités dont vous n'avez vraiment pas besoin de gadgets. Par exemple, un flux Instagram, un flux Twitter, ça va énormément consommer d'énergie parce que ça fait beaucoup bouger de données. Donc, on va éviter de mettre ça sur nos sites web. Et donc voilà, appliquer les recommandations. Et la troisième étape, c'est que si vous avez une direction de service informatique, des développeurs au sein de vos équipes, il faut les former, les sensibiliser. Aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui ne pensent pas à ça parce qu'effectivement, on a la puissance de calcul, qu'ils ne vont pas être orientés performance et éco-conception. L'éco-conception a aussi un avantage, c'est que ça te fait un site plus rapide et donc mieux référencé. Donc, on a vraiment ce côté positif. À la fois, c'est bien pour les émissions carbone qui sont réduites, mais c'est aussi bien pour vous, pour votre référencement sur Google. Donc, il y a aujourd'hui deux grands acteurs sur ce sujet. Opcast, qui est bordelais, qui va former à la qualité web en général, et c'est un des 5 piliers de la qualité web, l'éco-conception. Et Green IT, qui est français. D'ailleurs, Opcast a participé au référentiel Green IT et inversement, ils se nourrissent les uns les autres pour savoir un petit peu voilà, plus en détail pour vos techniciens ou si vous-même vous êtes technique, de rentrer dans le comment on fait pour construire des solutions plus éco-conçues. Voilà pour les deux conseils à retenir, images et serveur. Et puis pour conclure, donc si vous voulez avoir un modèle de site web qui soit éco-conçu, on a mis en ligne gratuitement en open source un thème WordPress, si vous utilisez WordPress, que vous pouvez télécharger sur Neptune. Donc nous, on est une agence digitale. On a voulu pouvoir participer à cet effort-là et faire notre part. Donc, on travaille en open source. Ça veut dire qu'on libère régulièrement le fruit de nos recherches sur ce site qui est dédié à ce programme de recherche Neptune. Et évidemment, on sera ravis aussi de répondre à vos questions pour vous aider parce que tout le monde demain aura un site éco-conçu. Ça devient la norme de plus en plus dans les exigences qui arrivent. Et je pense que c'est le prochain étage de la fusée RGPD aussi au niveau européen. Voilà, si vous avez des questions et encore quelques minutes, vous pouvez me les poser dans le chat ou me rajouter sur LinkedIn pour échanger là-dessus. Et je vais laisser Mickaël continuer. Une question non, mais en tout cas, c'est important de dire et de redire que c'est possible et qu'on peut faire avec des outils français ou à minima européens. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'on est en plein dans ce sujet-là, pour le coup, au sein de la French Tech Bordeaux. Historiquement, quand l'asso a été créé, on est parti sur des outils, enfin, avant que j'arrive et que l'équipe en place arrive, on avait des outils assez hétéroclites et pour le coup, assez peu localisés en Europe. Et on est en pleine phase justement de rapatriement. Typiquement, le CRM va être un CRM français nantais précisément. Le système d'envoi des newsletters que vous recevez le jeudi, historiquement était au Canada. On est parti sur un prestat français depuis à peu près un an. Cette fois-ci, pour le coup, le formulaire d'inscription était un Forms. Ça aussi, ça va changer d'ici la fin de l'année et on bascule sur une solution française aussi. Donc, c'est important de montrer, de démontrer qu'on peut parfaitement faire avec du Made in France. Alors, parfois, les fonctionnalités sont peut-être pas aussi tip-top qu'on pourrait l'espérer, mais globalement, il y a quand même moyen de faire plein de choses avec des outils français ou à minima européens. Et donc, c'est important de le rappeler. Effectivement, je vois la passe est parfaite. La slide en plus qui arrive.
Alors, je vois Anne-Sophie, des noms à donner pour les différents outils, plateformes français. Pour le coup, l'envoi des emails, c'est Sendinblue. Pour le CRM, on est en train de finaliser la consultation, si vous voulez tout savoir, donc je pourrais vous en parler dans quelques semaines. On a deux, trois sujets juridiques pour le coup à finaliser, et ça devrait être un CRM qui s'appelle YouDay. On a celle-ci également qui fait le job sur un certain nombre de sujets, s'il y a des enjeux de facturation, etc. etc. Mais voilà, à dispo, Anne-Sophie, si vous voulez qu'on prolonge l'échange là-dessus sans aucune difficulté. Les challenges impact du French Tech Day. Alors, je m'autorise à en parler vraiment 30 secondes avant de vous libérer les uns les autres. Vous connaissez peut-être le French Tech Day, c'est le plus gros événement qu'on organise. Alors oui, c'est plus Sendinblue, c'est Brevo, effectivement. J'avoue que j'ai encore du mal à me changer, à m'habituer au changement de nom, effectivement. C'est bien vu, Céline. Les challenges impact du French Tech Day. Le French Tech Day, c'est notre plus gros événement de l'année. On accueille à peu près 2000 personnes sur cet événement. La prochaine édition a lieu le 23 novembre au Palais de la Bourse à Bordeaux. Il y aura une grosse trentaine de speakers qui vont venir faire du retour d'expérience sur plein de sujets différents, avec une règle du jeu qui est commune pour les uns et les autres, c'est aucune table ronde et aucun talk de plus de 15 minutes. On trouvait dommage de ne pas utiliser ce gros événement pour lui donner davantage d'impact. Et donc, cette année, on a donc lancé les Challenge Impact du French Tech Day en s'associant à 3 acteurs et pour soutenir 3 causes qui nous tiennent à cœur. Donc, on incite les participants, les gens qui viendront au French Tech Day, mais plus largement, tous ceux que ça intéresse, de nous suivre dans cette démarche, de donner ou du temps, ou du sang, du matériel informatique. Alors, le matériel informatique, vous l'avez facilement compris, c'est avec Emmaüs Connect. Donner du temps avec Pro Bono Lab et donner du sang avec l'établissement français du sang. Je vais vous mettre dans la conversation un petit lien qui vous permet d'en savoir plus, mais on s'est associé à ces 3 structures pour essayer de les soutenir à notre manière et d'inciter finalement tout notre écosystème à aller s'impliquer dans cette démarche-là. Donc, si vous allez sur l'URL que je suis en train de vous copier, hop, voilà, vous aurez du coup toutes les informations nécessaires. C'est donc une initiative qu'on a lancée il y a quelques semaines maintenant, qui va se prolonger jusqu'à la fin du mois. Et vous pouvez donc donner ou votre sang ou votre matériel informatique inutilisé ou un peu de votre temps pour soutenir des associations qui œuvrent pour l'intérêt général. Toutes les infos sont dans l'article, il vous suffit d'y aller, de saisir le petit code qui est à chaque fois associé pour chacun des challenges, et puis ensuite de donner du temps, du matériel ou du sang. Je précise que les challenges ne sont pas en compétition. L'idée, c'est d'avoir un maximum d'impact collectivement. Et évidemment, si vous avez la possibilité de contribuer à 1, 2 ou 3 challenges, si le cœur vous en dit, bah, n'hésitez pas à foncer. Et puis, on retrouvera, que ce soit Emmaüs Connect, le FS ou Pronolab sur la scène du French Tech Day aussi le 23 novembre pour pouvoir préciser cette démarche. Et puis chacun aura un petit stand aussi, donc vous pourrez aller les rencontrer en direct. Et puis peut-être pourquoi pas prendre rendez-vous justement pour contribuer au challenge d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Mickaël. Je voulais juste rebondir, si tu veux bien. Bien sûr. Pour vous dire que moi aussi, je me tiens à votre disposition sur toutes les questions que vous pourriez avoir autour des sujets qu'on a évoqués précédemment et au sujet du dispositif La Collecte.tech. Je vous invite bien évidemment à rejoindre, à nourrir ce challenge Impact du French Tech Day. Et je voulais aussi vous dire que si vous étiez curieux de nos actions de reconditionnement, on s'est associé aux Journées nationales de la réparation qui ont lieu pour la première fois dans toute la France à l'initiative du collectif HOP, Halte à l'obsolescence programmée, et de la plateforme make.org, qui ont lieu là ce week-end et vendredi, samedi, dimanche. Et notre atelier de reconditionnement bénévole sera tout ouvert. On ouvre grand les portes la journée du vendredi. Donc, si vous avez
un petit moment au milieu de votre journée de travail, si vous avez envie de découvrir, de voir un peu de l'intérieur à quoi ressemble un atelier de réparation et de reconditionnement d'équipements informatiques, n'hésitez pas à venir nous voir. On est 205 Cours de la Marne à 150 mètres de la gare. Voilà, voilà. Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit lien, s'il y a un lien sur cet événement-là, sur vendredi, samedi, sur tout le week-end? Ouais, bien sûr. Et la journée? Ouais. Merci. Est-ce qu'il reste des questions ou est-ce qu'on a fait le tour? Alors tout, on parlera jamais de tout sur un format d'1h15, c'est certain. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'effectivement, je vais m'atteler à mettre le replay du webinaire là dans les tout prochains jours. J'essaie de le faire dans le courant de la journée ou demain, début d'après-midi. J'enverrai le lien évidemment avec le replay à l'ensemble des participants et je rappellerai les coordonnées d'Alix et de Shirley également dans le mail si vous souhaitez engager un échange en direct. Ça peut se faire aussi évidemment sur LinkedIn. À vous de voir comment vous souhaitez un petit peu poursuivre le sujet. Je voudrais vous remercier, Alix et Shirley, de nous avoir consacré un petit peu de temps. Merci pour les infos, merci pour les liens. Je vois que celui des gens de la réparation vient d'être posté. Merci aux participants aussi de vous être un petit peu impliqués, d'avoir joué le jeu du quiz. Le format était, en tout cas, je l'ai trouvé hyper chouette et c'était hyper agréable. Merci beaucoup. Alors voilà, voilà, les remerciements pleuvent, donc c'est parfait. Merci à vous, le quiz génial, merci beaucoup, c'était hyper intéressant, top. Super quiz et super présentation. Voilà, je crois que tout le monde est content. Donc c'est ravi. Maintenant, il n'y a plus qu'à. On a vu qu'on a encore du chemin à faire. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Et puis je vous laisse le mot de la fin, Charlet et Alix. Bah, surtout, continuer à être curieux et à creuser le sujet. Tout à fait. Et puis, go, go, go pour les challenges du French Tech Day. Lâchez rien. Une collecte de sang, la cité numérique aujourd'hui, si vous voulez compléter, donner du matériel et du sang, c'est possible, il reste encore quelques places. C'est Allez, jusqu'à Noël, hein. Il me semble que c'est c'est jusqu'à jusqu'à Noël. Noël. C'est jusqu'à Noël. On va poursuivre jusqu'à Noël, jusqu'en fin d'année. En janvier, on donnera du coup tous les chiffres de l'opération. Merci beaucoup à tout le monde. On vous souhaite une très, très bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.